J'ai vu Grave. J'étais invitée à la projection au Festival de Cannes. On se connaît avec Julia et une de nos amies qui a passé la séance à essayer de ne pas s'évanouir. J'ai un souvenir d'un double récit qui était le récit de Grave et le récit de mon amie qui essayait de survivre à cette projection. C'était d'une intensité, on est sortis, j'ai cru qu'il allait falloir que je la porte jusqu'au café pour qu'elle puisse se remettre. Moi, je vis au vidéoclub. Alors, en fait, à Paris, il en reste deux. Il y a le vidéoclub, le JM Vidéo, et puis le vidéoclub de la Butte. Et moi, comme je suis une fille de Montmartre, je vais depuis toujours au vidéoclub de la Butte, mais qui a eu un impact hyper important sur ma cinéphilie. Enfin, Christophe m'a donné plein de films. Et puis souvent, il m'appelle sur mon téléphone en criant parce que j'ai pas rendu les films à temps. Donc, on a vraiment une relation passionnelle depuis plusieurs années. Et je dirais que mon hygiène de vie, c'est d'y aller peut-être 3 fois par semaine et puis de regarder des films, mais très tôt le matin. Moi, j'adore voir des films vers 6 h du matin. Et d'ailleurs, je me souviens d'un jour où mon producteur m'appelle à 1 h. Il m'appelle, il était 6 h 50 et je décroche. Il me dit, bah, t'es réveillée? Je lui dis oui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, je regarde Enter the Void. Et moi, je trouve que c'est la meilleure heure, en fait, pour regarder des films, parce que le monde, tout est silencieux, la vie n'a pas encore commencé, et puis les films, ça infuse, ça rentre. J'adore. Je dirais qu'un des cinéastes les plus importants pour moi, c'est Moon Joo. Il est pour plein de raisons, hein, mais en fait, Moon Joo, j'ai toujours l'impression que c'est un cinéaste qui s'en prend à son pays. Et donc, il va traiter la corruption, il va parler de l'Église. Évidemment, il a parlé de l'avortement, mais il le fait avec beaucoup de courage et il le fait aussi à une époque et avec des gouvernements successifs qui scrutent ce qu'il fait, avec le danger inhérent au fait de prendre la parole. Enfin, en fait, je trouve que c'est un cinéma qui est à la fois sublime et courageux. Et au-delà des collines, il y a un rapport entre le proche et le loin, une manière de partir souvent d'un détail, des mains, puis de remonter sur un personnage et de le lancer dans la communauté, parce que c'est un film sur la communauté, sur les croyances communautaires. Et je suis extrêmement touchée par son rapport à comment il parle de l'intime et de la communauté, des croyances personnelles et des croyances collectives, comment il parle de la violence du collectif. Voilà, je trouve très impressionnant parce que le fond et la forme marchent ensemble main dans la main et ça m'a laissé une impression très forte, quoi. 4 mois, 3 semaines et 2 jours, ça m'a fait me poser de très mauvaises questions parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir adapter l'événement, je me disais, ce film a été si important, est-ce qu'on peut parler encore d'avortement clandestin après ce film? Comme si en fait, mais ça je pense que c'est propre à ce genre de sujet et à ce genre de tabou, comme si le fait qu'il ait été traité une fois, même si c'est sous Ceausescu en Roumanie, suffisait et qu'à partir de là, il n'y ait plus rien à dire sur le sujet. Or, un sujet est traité quand plusieurs regards se superposent. Attendez, excusez-moi, c'est l'effondrement du vidéoclub. Andrea. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte que mon rapport au sujet était une raison de plus de faire le film. Alors, en ce moment, j'ai une passion absolue pour Lee Chang-dong. Et ça, ce qui m'a fascinée dans Burning, c'est que j'avais l'impression qu'il réinventait l'idée du thriller. En fait, c'est un thriller sans preuve. C'est un thriller qui repose sur la foi qu'ont chacun des personnages en l'autre et en ce qu'il raconte. Et en fait, il y a une scène au départ que je trouve géniale où l'héroïne épluche une mandarine invisible. Et donc, en fait, c'est la thématique et le théorème du film. Est-ce que tu crois à ce que tu ne vois pas? Et ensuite, elle disparaît et tout n'est plus que question de ce en quoi on croit. Et c'est comme ça que l'intrigue est menée. Et je me disais que faire un film en utilisant l'invisible comme méthode pour faire avancer une narration de thriller, c'est complètement révolutionnaire. 봐봐. 난 내가 먹고 싶을 때 항상 귤을 먹을 수 있어. J'adore ce film. Ah oui. Alors, Une affaire de famille de Koreeda, eh bien pour moi, c'était un cas de conscience parce que c'est le plus connu. Mais j'ai hésité, parce que du moment où vous m'avez demandé de choisir ces 10 films, pour moi, c'est un cauchemar. Parce que, évidemment, 10 films, c'est exclure tous les autres, c'est quasiment impossible. Et donc, j'hésite parce que c'est le plus connu, que j'adore ce que le film raconte et le traitement poétique de l'idée de famille, qui n'est pas la famille de sang, mais
mais de cœur, et la manière dont se nouent très délicatement les liens entre les personnages. どうしたのそれ転んだこいつ邪魔そんなこと言うなよお前の妹だぞ妹じゃないよ妹だよゆりはお前の妹だ Il y a quelque chose de cruel mais de doux, mais je crois qu'en fait je suis plus proche de Nobody Knows, qui est un peu moins connu, et qui est un rapport beaucoup plus dur à l'idée de famille, de l'abandon et de la filiation. 来週になったら帰ってくるって帰ってこなかったのお母さん Donc, je peux pas parler de l'un sans parler de l'autre, même si de manière générale, je pourrais parler de tous les films de Koreeda, parce que, en fait, c'est très étrange à quel point il mêle l'amour et la cruauté. Il y a vraiment deux choses qui se disputent, et comme il le fait avec vraiment beaucoup de délicatesse, en prenant le temps d'installer des récits pour qu'il n'ait pas l'air d'en être trop, des récits justement, avec une forme de chronique, de rythme comme ça, tranquille et personnel, pour nouer des relations de plus en plus dures et précises entre les personnages, jusqu'à ce qu'on étouffe avec eux dans le système qui est certainement une désignation en creux de la Corée. Et je suis très touchée par beaucoup de films de Koreeda. Donc ça, je l'ai vu il y a très peu de temps. Et on est d'accord que c'est le film avec Carey Mulligan, ça. En fait, il y a pour moi un nouveau genre, l'émergence d'un nouveau genre de personnages féminins, d'autres archétypes que ceux qu'on connaît, qui sont taillés avec plus ou moins de finesse, parfois à gros traits, parfois démonstratifs, parfois drôles. Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Et c'est marrant, en voyant ça, j'y pensais à l'égard d'un autre film qui n'est pas encore sorti, qui est celui qu'on a récompensé, parce que je faisais partie du jury de San Sebastian, le film d'Alina Gregore qui s'appelle Blue Moon, avec un personnage comme ça, d'une rudesse. Et je sais pas pourquoi les deux personnages faisaient écho, et je me disais, tiens, quelque chose de neuf est en train de s'écrire. Black. Doute. Ce qui m'a touchée et qui m'a fait sourire, le personnage de Blue Moon, c'est une fille, elle n'est pas belle, elle n'est pas très séduisante, mais elle est très intelligente. Puis elle a très souvent envie de faire l'amour, et puis elle est très rentre-dedans, et elle provoque les hommes pour les obliger à dire qu'en fait, peut-être qu'ils se tiennent à distance parce qu'ils la trouvent pas séduisante. Et c'est vraiment un personnage que j'avais jamais vu avant. Là, Promising Young Woman, il est l'aboutissement d'un genre de personnage que je vois se dessiner maintenant. Et la guerre est déclarée. Quand je suis arrivée chez Rectangle Productions, chez mon producteur, je lui ai tout de suite dit qu'une des raisons pour lesquelles j'étais contente de faire partie du groupe de réalisateurs qu'il défend, parce que La guerre est déclarée est un film qui m'a fait réfléchir à la manière dont on peut marier les couleurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore chez Valérie Donzelli, c'est qu'elle peut traiter des sujets très durs et ramener par-dessus son univers, sa fantaisie, ses couleurs, et en fait faire comme ça des alliances avec des contraires très forts, et que ces contraires forts font partie de son style, de sa manière de proposer autre chose. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Et là, je suis très contente parce qu'on a écrit ensemble son prochain film, qui est l'adaptation de L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. Et vraiment en travaillant sur cette idée de marier les contraires. J'ai vu Grave. J'étais invitée à la projection au Festival de Cannes. On se connaît avec Julia et une de nos amies qui a passé la séance à essayer de ne pas s'évanouir. J'ai un souvenir d'un double récit qui était le récit de Grave et le récit de mon amie qui essayait de survivre à cette projection. Et c'était d'une intensité. On est sortis, j'ai cru qu'il allait falloir que je la porte jusqu'au café pour qu'elle puisse se remettre. Et c'est drôle parce que c'est vraiment la question du cinéma qui abolit la distance entre l'écran et le spectateur, et à quel endroit
on n'est plus sur un siège, à quel endroit on est de l'autre côté de l'écran et à quel endroit le corps du spectateur participe à l'aventure du film. Et c'est une question que j'ai souvent l'occasion de me poser depuis que je monte mon film. Disons que je ne suis pas complètement étrangère à cette question avec les retours qu'on nous fait. Mais c'est pour ça qu'en fait, sur des genres vraiment très, très, très différents, j'ai toujours le sentiment qu'il y a des points de convergence entre ce que dit Julien en creux et ce que je pense et de la féminité du corps. Enfin, je sens comme ça, comme une cousinuité lointaine entre nos manières de poser les personnages, quoi. Je peux pas. J'y arriverai pas. J'ai adoré Nomadland et surtout j'ai été très impressionnée parce que je pense qu'une des grandes trouvailles du récit, c'est son rythme au montage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du saut. En fait, il y a une manière de couper les scènes pour sauter à l'après qui font qu'en fait le personnage est le lien d'une scène à l'autre et ce n'est pas ni l'histoire ni le sens du récit. Donc en fait on est arrimé à un personnage qui est le cœur de la narration puisqu'on n'est que dans cette temporalité à elle, mais complètement au-delà de ce qu'elle traverse. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. Et quand, en plus, au générique, j'ai vu que c'était elle qui avait fait le montage, je me suis dit, voilà, à la question, qu'est-ce qu'une artiste totale ? Quelqu'un qui écrit, met en scène et trouve le rythme, parce que c'est 3 écritures différentes. L'écriture scénaristique, l'écriture sur le plateau et l'écriture au montage. Ben, elle est la convergence des 3. Ce film-là, je l'ai mis dans ma liste pour une raison qui n'a rien à voir avec les autres. C'est que mon père m'a emmenée au cinéma petite. Et je devais avoir, au moment où c'est sorti, je pense que j'ai 12 ans. Et il a choisi ce film. Alors, pour qui ne connaît pas l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'hommes qui jouent de la viole de gambe. Et désolée, je vais faire un spoiler, ça commence par un suicide. Et donc, en fait, c'est assez parcellaire, mon souvenir de ce film-là. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi. Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. Attendez, frère, attends. Monsieur Marie a peut-être en mémoire un air de sa composition. Mais je sais que son empreinte était très forte, justement parce que c'est une des premières fois que je vois quelque chose qui n'est pas de mon âge. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie valeur des films qu'on voit trop tôt. Donc c'est pour ça que ce film d'Alain Corneau m'est resté en mémoire. Oh, et c'est horrible, mais sortez-moi d'ici, parce que là, Carax, on peut passer un très long moment à en parler. Alors, pareil, j'avais une problématique difficile à résoudre, je vous explique. Santoine Illois, c'était une des grandes inspirations. J'ai voulu qu'assez tôt, Anna Maria Bartolomé voit Santoine Illois, parce qu'on a travaillé toutes les deux à distance pendant le confinement. On s'est parlé presque un jour sur 2. Et on se conseillait, elle me conseillait, je lui conseillais des films, des livres qui nous inspirent. Et pour moi, Santoine Illois, c'est quand même l'histoire d'une jeune femme qui recherche sa liberté à tout prix, quitte à en mourir. Hein. Moi, c'était Simone, mais on dit Mona. T'appelles Mona? Ouais. C'est bon, hein. Vous êtes en panne? Non, je campe. Par ce temps-là? Ouais, ça va. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie que Sandrine Bonner joue dans l'événement. Donc, j'adore ce film, mais pour moi, la quintessence et la pureté du cinéma de Varda, c'est le bonheur. C'est le film qui s'associe le plus dans mon esprit avec une leçon de cinéma. C'est-à-dire qu'il ne pose que des situations assez quotidiennes, sans chercher à tendre la main au spectateur. On est là, on assiste, sans s'interroger nécessairement dès le début sur le sens du récit. Et puis progressivement, on comprend quelle image de la famille se dresse devant nous, pour mieux comprendre comment elle va la détruire ensuite. Qu'est-ce que je vais faire de ma gamelle alors? Je peux la donner au lion en passant par le zoo? Ou aux ours? C'est du miel qu'elle vous prépare, votre femme? Et ça, je l'ai vu assez tardivement, j'ai dû le voir il y a une dizaine d'années. J'ai trouvé que c'était très impressionnant comme manière de... Moi j'ai pas fait d'école de cinéma, en fait, j'ai appris au vidéoclub, et donc j'ai eu le sentiment comme ça de vivre des leçons de cinéma à travers certains films, et le bonheur a été l'une des plus puissantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah ben non, j'ai raté ça, Alors, La collectionneuse de Romer, si j'aime le film, au-delà de l'utilisation qui fait du 1,37, qui est une toute autre utilisation qui fait de ce cadre, de celle que j'ai faite, mais qui m'avait déjà sensibilisée à ce que veut dire que ce cadre limité. Il y a, au début du film, un monologue sur ce que c'est que d'être artiste. Et j'ai
une passion pour ce monologue. C'est un monologue autour de l'idée d'une tasse. Donc un artiste crée une tasse avec des lames de rasoir et explique que les gens coupants vont toujours au bout d'eux-mêmes. Et j'ai toujours gardé en tête ce monologue comme une définition de ce que c'était d'être un artiste. Les gens qui vont au bout d'eux-mêmes sont forcément encerclés, ils sont forcément agressifs. Par exemple ça, c'est parfait. Oui. On ne peut pas faire mieux. Et donc si j'adore Heidi Politov et Patrick Beauchot, je pense que c'est vraiment ce monologue de début qui m'a laissé l'impression la plus forte. Et on avait aussi mis l'autre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est adapté aussi d'un livre de... Mais je ne l'ai pas vu. Mais moi je me demandais, elle a eu très peu d'adaptations ciné pendant à peu près 3, sa carrière. ouais. Et cette année il y a 3 adaptations, enfin il y a 2 adaptations et un docu sur elle. Oui, mais alors... je sais pas pourquoi. Bah, en fait, moi j'ai quand même le sentiment que elle a quand même une pensée, si je caricature, je dis précurseuse. Mais pas seulement, pas seulement à l'endroit du féminisme, je dirais aussi à l'endroit du transfuge de classe. C'est-à-dire que c'est vraiment une des premières, pour moi, à théoriser, à sociologiser à travers le récit, à travers une forme plus quasi romanesque, ce que c'est que de changer de classe sociale et d'être un transfuge, des idées qui sont aujourd'hui très popularisées, qui existent vraiment dans l'inconscient collectif, dont on parle pas mal. Et donc, je dirais qu'il y a un truc un peu de zeitgeist, un truc de rencontre avec l'époque qui se produit mieux maintenant parce que les idées qu'elle défend et ce qu'elle pose depuis longtemps sont finalement les idées d'aujourd'hui. Même la notion de scandale, ça raconte cette manière d'être en avance, en fait. Elle choque l'époque, parfois l'époque veut taire ce qu'elle fait. Enfin, moi, elle m'a dit que quand elle a eu fini d'écrire l'événement et que c'est sorti, ce qui l'avait le plus choqué, c'est que la sortie du livre était entourée de silence. C'était le livre qui avait été le moins couvert et qu'elle l'avait vécu comme une réponse de la société à un sujet dont on ne voulait pas parler, quoi. Fight Club, je crois que ça marque, je ne sais pas si je me trompe, je ne sais plus si c'est 99 ou 2000, j'ai l'impression que c'est en 99. Moi, je lisais énormément Chuck Palahniuk, donc l'auteur dont le film a été adapté l'œuvre. This is crazy. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? Surprise me. This is so fucking stupid. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je crois qu'à l'époque, le livre était sorti et qu'ils avaient décidé de franciser le titre du roman et ça s'appelait Le Club Lacogne. Il n'y a quand même qu'en France qu'on fait des trucs pareils, quoi. Et Fight Club, pour moi, c'est sorti en même temps, à très peu de mois d'écart de Darren Aronofsky. J'ai un trou sur Requiem for a Dream. Et pour moi, ce sont deux chocs qui me donnent envie d'aller au cinéma tout le temps. Alors, ce sont aussi les chocs d'une génération, d'une époque. J'ai plus le même amour pour ces films-là, mais j'ai de l'amour pour ce qu'ils ont provoqué chez moi à l'époque parce que c'était des films un peu iconoclastes. Et puis surtout, pour moi, c'était des films générationnels. C'est les films de ma génération. Et je sais que ça a été comme un déclencheur et un désir d'être tout le temps enfermé dans une salle noire, quoi. Et Fight Club, c'était un livre extrêmement étrange et un film qui a été très décrié, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, avec un certain nombre d'amis, on a ce jeu, et je trouve ça toujours intéressant de voir comment les films sont perçus et ce qu'ils deviennent. C'est de retourner voir l'ensemble des critiques de quelques films qui sont devenus cultes, mais c'est un genre de film. C'est un genre de film qui dérange, c'est un genre de film mal compris, mais en fait, on les voit un peu venir, ce genre de film qui va marquer la mémoire d'une génération, alors que ce ne sont pas des films parfaits, mais ce sont des films qui ont une identité, je trouve, un rapport à l'époque. Alors, c'est marrant, mais à chaque fois que je vois Gina Roland, elle me fait penser à Céline Sallette. Ou Céline Sallette, allons-y, dans l'autre sens. Céline Sallette me fait penser à Gina Roland. Et je me disais que j'adorerais voir une version aujourd'hui d'Opening Night avec Céline Sallette, que je trouvais vraiment une des meilleures actrices de sa génération. Alors moi, j'aime ce récit pour une dimension qui porte un peu mon écriture aussi. Enfin, un truc qui me séduit, c'est le suspense intime. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une échéance, et une échéance impossible, et la tentation de fuir, ou la tentation de refuser ce qui est à venir. Et Opening Night, c'est fantastique parce que c'est humain,
c'est fait pour parler de névrose. Et en réalité, au fond, ça parle du temps qui nous reste et des moments charnières d'une vie. Et donc, l'idée qu'elle refuse ce spectacle qui est essentiel à son accomplissement, enfin, c'est un film que je peux revoir tous les ans. Alors, en fait, ce que je disais sur Opening Night est certainement encore plus vrai et plus précisément dessiné et plus un des ressorts dramatiques évidents de Daniel Blake. C'est un homme dont le temps est compté et ce temps, c'est son cœur qui bat et peut cesser de battre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un récit qui en fait est sous-tendu par une fatalité, quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et en fait, on vit tout le reste, mais on sait qu'on a l'oreille collée à son torse et qu'on espère que son cœur ne va pas s'arrêter de battre. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor that I'm not supposed to go back to work yet. Donc en fait, c'est très fort parce que pour moi, ça fait comme si n'importe quel récit quotidien était porté par quelque chose de plus fort qui se joue en dessous et qui fait qu'on est arrimé à cette quotidienneté et que tout prend un sens complètement différent. Donc voilà. Alors, en plus du dispositif narratif, je trouve qu'il a une manière de choisir ses acteurs et de prouver qu'il peut toujours renouveler ses choix et arriver à la même justesse, à la même note, à la même adéquation entre un acteur et le rôle qu'il lui propose. Et je trouve qu'en termes de direction d'acteur, c'est très très beau cadeau. Quand même beaucoup de films un peu politiques, quand même avec un propos politique, et c'est des films qui vous touchent plus que les autres. Oui, après c'est une histoire de vécu. Hein. Je pense que d'abord, moi, ce sont mes études. J'ai fait des études de sciences politiques. Mon père est libanais. J'ai failli naître à Beyrouth et mes parents sont arrivés en France juste avant ma naissance parce qu'il y avait des balles qui traversaient l'appartement. Donc je pense que j'ai un rapport au monde qui est aussi dessiné par ça. Et que comme dit si bien Valérie Donzelli, quand on fait un film, on ne fait pas l'économie de soi. Donc c'est d'une certaine manière des choses que je ne maîtrise pas mais qui font partie comme ça de mon inconscient. L'urgence, le rapport au monde. Ouais. Et Fish Tank d'Andrea Arnold à ce titre. Alors ça, c'était un autre film dont on s'est pas mal parlé avec Anna Maria. Il y avait ça, il y avait Elephant. Enfin, je veux dire, on avait plein de références assez diverses. Mais Fish Tank, pour la colère de cette jeune fille, vraiment, on parle de personnage mal aimable, mais elle, je pense qu'elle a de loin la palme, justement. Moi, j'ai été très, très séduite par la proposition de cette actrice, parce qu'elle dégage de force, par la joie qu'elle a à être en colère. Enfin, je trouve qu'elle enlève le récit et qu'elle lui donne un rythme. Tyler, what are you doing? Sir, what does it look like? Fuck off me, our key ain't here. Can you give Kaylee a message for me? Tell her I think her old man's a cunt. Je sais pas pourquoi j'avais ce film en tête bien avant d'écrire l'événement et ça m'a semblé complètement naturel de le revoir et de demander à tous les comédiens de le voir au moment où j'ai commencé à travailler sur mon film. Ah, un film américain, vous voulez qu'on parle d'un film américain, bien sûr. Le film de Terrence Malick, ce qui m'a semblé extraordinaire quand je l'ai vu, c'est qu'il filme de manière métaphysique. Et ça, chaque réalisateur, en dépit du nombre de films qu'on voit sur ces étagères, qui est capable de repenser la grammaire, de repenser le fond et la forme. Donc, en fait, c'est comme s'il élevait la caméra complètement au-dessus du récit et des personnages, et qu'en fait, on pouvait écrire à l'image un récit métaphysique. Et moi, je me suis complètement laissée prendre par cette expérience où j'avais le sentiment d'être moi-même en apesanteur, d'interroger les âges, et que même s'il y a quelque chose de très... Comment dire ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est démonstratif, mais en tout cas, une tentative qui est vaste, qui est forte, qui remonte aux dinosaures, pour revenir à aujourd'hui. Moi, j'ai accepté le voyage et j'ai accepté d'être au-delà du monde. Et j'ai l'impression que ce film, il s'écrit d'au-delà du monde. Father, Mother, always you wrestle inside me. Always you will. Ils sont faits en bois vert.